futur, transhumanisme et intelligence artificielle avec Laurent Alexandre et Olivier Rey. En lisant La guerre des intelligences, le dernier livre de Laurent Alexandre, j'ai appris que je n'étais pas seul. Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, lui non plus n'a pas de smartphone. Ce qui inquiète le docteur Alexandre, comment comprendre les enjeux de la société numérique en vivant dans le passé? Eh bien, par exemple, en l'invitant aujourd'hui avec le mathématicien philosophe Olivier Rey, auteur notamment d'une question de taille et de quand le monde s'est fait nombre, à explorer le futur. Vieil homme du vieux monde, j'ai besoin d'une mise à jour et de savoir ce qui nous attend. Je commencerai donc par le b.a.-ba. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle, docteur Alexandre? Alors il faut distinguer deux types d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle qu'on appelle forte, c'est-à-dire avec conscience d'elle-même, et ça c'est le domaine d'Hollywood, ça n'existe pas aujourd'hui, c'est la science-fiction. Aucun système informatique n'a de conscience de sa propre existence. Puis après on a les intelligences artificielles dites faibles, sans conscience artificielle. Alors ce sont des ensembles disparates de programmes informatiques et de techniques informatiques qui permettent de faire la même chose que ce que fait le cerveau. Mais pas tout ce que fait le cerveau. Les intelligences artificielles, elles sont capables de faire des choses techniques, verticales, beaucoup plus vite que nous, de conduire une voiture ou un camion mieux que nous, de dépister un cancer mieux que nous, de faire un bilan médical mieux que nous. Mais l'intelligence artificielle est incapable, et pour encore longtemps, d'être transversale, multidisciplinaire, d'avoir du bon sens, d'avoir de l'esprit critique. Ça dessine en fait, pour les 20 à 30 années qui viennent, le domaine du neurone, c'est-à-dire de l'intelligence biologique, et puis le domaine de l'intelligence artificielle, du silicium. À nous, la transversalité et la multidisciplinarité. À eux, les cerveaux artificiels, ce qui est technique, ce qui est vertical, comme la comptabilité, par exemple. Mais est-ce que les GAFA, par exemple, et tout ce qu'ils nous apportent, relèvent de l'intelligence artificielle? J'ai parlé du smartphone. Peut-on aussi bien sûr, les intégrer? Alors, les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, et puis les BATX chinois, Baidu, Alibaba, Tencent, Xiaomi, sont les seuls vrais producteurs d'intelligence artificielle sur Terre. Alors, ils produisent de l'intelligence artificielle faible, là encore, sans conscience artificielle, sans conscience d'elle-même, et ça leur donne une puissance énorme. Parce que c'est l'intelligence artificielle qui trie nos informations sur nos smartphones, qui trie nos mails et qui apporte la personnalisation des applicatifs dont nous sommes si addictifs. Si Facebook est aussi addictif pour nos enfants, c'est bien parce qu'il y a derrière de l'intelligence artificielle pour améliorer l'expérience de l'utilisateur et lui faire adorer et consommer de plus en plus de cet applicatif. Donc oui, le lien entre GAFA et intelligence artificielle, il est très fort. Et si les GAFA ont pris le pouvoir technologique sur Terre, c'est parce qu'ils sont au cœur de la production d'intelligence artificielle faible, sans conscience artificielle. Alors, avec... Pour certains des GAFA, la certitude, notamment chez Google, que nous aurons une intelligence artificielle forte dans quelques décennies. Les gens de Google pensent qu'on aura des intelligences artificielles ayant conscience d'elles-mêmes, c'est-à-dire sachant qu'elles existent, vers 2060-2080. Et vous partagez leur optimisme, Laurent Alexandre? Alors, c'est pas de l'optimisme, parce que d'avoir une intelligence artificielle qui résonne, ça pose le problème de son hostilité éventuelle. Nous n'avons pas tranché la question de savoir si quelqu'un qui a une intelligence qui a conscience d'elle-même est darwinienne et cherche forcément à exterminer les autres, comme nous avons tué l'homme de Néandertal et dans notre évolution il y a 29 000 ans, ou s'il peut y avoir des intelligences qui ne sont pas hostiles et qui cohabitent avec les autres sans chercher à prendre le leadership. Nous ne le savons pas bien. Dans le doute, il faut quand même faire attention, et s'il devait y arriver un jour qu'on ait des intelligences artificielles fortes, il faudrait sans doute une police de l'intelligence artificielle pour éviter que la science-fiction devienne cette fois-ci réalité, même si on en est loin aujourd'hui. Alors, on en est loin, restons-en à l'intelligence artificielle faible, elle est quand même très forte à sa manière, et que pensez-vous, Olivier Rey, de son succès, de son expansion, du rôle qu'elle joue dans nos vies, de la manière dont elle les remodèle aujourd'hui? Peut-être que, en préalable, je dirais que c'est pas très facile pour moi de me retrouver en position de contradicteur vis-à-vis du docteur Laurent Alexandre. Hier, en préparant cette émission, j'ai eu la curiosité
de regarder un entretien que Laurent Alexandre a donné à Viva Technologies, le salon mondial des startups qui s'est tenu en juin dernier à Paris. Et alors, en assistant à cet entretien, j'ai appris que les personnes qui ne partagent pas son point de vue sur le monde qui vient étaient classées dans la catégorie des vieilles filles, des hystériques, des angoissés, des vieux messieurs angoissés par l'approche de la mort. Je cite, « Comme d'habitude, les vieilles filles ménopausées et le vieux messieurs qui bandent plus nous expliquent que nous allons vers la fin du monde. Ils se rendent pas compte qu'ils sont pessimistes parce qu'ils bandent moins bien et il faut qu'ils se mettent sous Prozac et Viagra. » Bon, moi j'ai pas pris mes médicaments et donc je vais essayer d'apporter la contradiction. Alors ne serait-ce que sur ce mot d'intelligence, je crois ne pas être d'accord avec Laurent Alexandre ni sur la fonction ni sur la nature qu'il attribue à l'intelligence. Alors toujours en me documentant dans un entretien que Laurent Alexandre a fait avec Fabrice Adjadj à un moment donné lui demande quelle est pour lui l'expérience fondamentale de l'intelligence et Laurent Alexandre répond, vu notre évolution, il n'y a qu'une vraie définition de l'intelligence. L'intelligence est ce qui nous permet de prendre le pouvoir et de nous reproduire. Bon, j'ai énormément de mal à souscrire à cette vision. Il est évident que l'intelligence peut servir à la domination, qui pourrait le nier, mais je pense que c'est quand même très problématique de la réduire à cette seule fonction. L'intelligence est aussi ce qui nous ouvre au monde, ce qui nous le permet d'accueillir le monde dans sa vérité. On parle aussi, et Alain Finkielkraut, vous êtes bien placé pour le savoir, de l'intelligence du cœur, qui n'a rien à voir avec le fait de prendre le pouvoir. On sait que dans la Bible, premier livre des rois, le roi Salomon demande au Seigneur, prie le Seigneur pour qu'il lui accorde un cœur intelligent, oui, qui le rende capable de discerner le bien du mal et de rendre la justice. Et parce que Salomon n'a pas demandé une longue vie, des richesses ou la mort de ses ennemis, c'est-à-dire qu'il n'a pas demandé la domination, précisément, le Seigneur accède à sa prière et lui donne un cœur sage et intelligent. Et donc ici, l'intelligence n'est nullement un instrument de domination, mais ce qui permet de discerner le bien du mal, ce qui permet de rendre la justice. Et enfin, dernière chose, dans son livre « La guerre des intelligences », Laurent Alexandre écrit « L'intelligence n'est qu'une question de quantité d'opérations traitées. Autrement dit, de puissance de calcul. » Et là, on voit qu'on a une identification absolue de l'intelligence à une puissance de calcul qui ne prend pas l'intelligence humaine telle qu'elle est pour lui comparer ensuite l'intelligence artificielle dans ses capacités et dans ses limites. Il adopte d'emblée, pour définition de l'intelligence, celle qui accourt en intelligence artificielle. Et donc pour lui, la référence, c'est l'ordinateur. Et d'ailleurs, j'ai été frappé de trouver dans le livre à plusieurs reprises l'expression « le cerveau est un ordinateur fait de viande ». Et donc, par la définition même qui est donnée de l'intelligence, l'ordinateur est érigé en étalon de mesure de l'humain. Vous coupez ma phrase. Le cerveau humain est un ordinateur fait de viande, extraordinairement sophistiqué. Oui, mais c'est bien pour cela qu'il n'y a pas d'intelligence artificielle forte aujourd'hui. C'est parce que notre capacité à relier des éléments disparates, à apprendre et à comprendre à partir de petits volumes de données, alors que l'intelligence artificielle a besoin de montagnes de données pour comprendre les choses, nous différencie. Et donc, non. Pourquoi l'appeler un ordinateur, alors, s'il est si différent? C'est un ordinateur parce que cela fait des opérations qui sont binaires à la fin. Le cerveau ne fait que des opérations binaires comme un microprocesseur, mais il le fait de façon beaucoup plus subtile. C'est la raison pour laquelle, personnellement, je n'imagine pas qu'une intelligence artificielle forte puisse égaler l'homme avant plusieurs décennies. Donc non, notre cerveau est un ordinateur, mais c'est un ordinateur très compliqué et qui a des règles extrêmement différentes d'un microprocesseur. Oui, mais Laurent Alexandre, pour revenir d'abord à ce que vous dites de l'inquiétude vis-à-vis de cette société numérique, je dois citer un petit passage aussi qui me concerne. Vous dites que je fais partie des philosophes de la fermeture et de la peur des nouveautés. Et vous dites que je devrais être cantonné, moi et d'autres, au club pour personnes âgées, à qui je pourrais parler du temps béni de l'après-guerre lorsque j'étais jeune. Bon, mais voilà. C'était humoristique. Oui, d'ailleurs, j'en ai pas souffert. Hein. Vous l'avez compris. Je pense sincèrement que parmi les philosophes, il y en a qui ont pris le virage de la technologie, qui sont intéressés à la technologie, comme notre ami commun Luc Ferry. Et puis, il y a d'autres philosophes qui, je trouve, ont pris un peu de retard dans leur appréhension de la technologie. Et je pense qu'il est difficile de penser le monde de demain sans la techno, ce qui ne veut pas dire
qu'il faut tout accepter de la techno et qu'il ne faille pas critiquer la techno. Mais je pense pas qu'on puisse parler du futur et faire de la philosophie aujourd'hui quand on s'intéresse pas aux technologies de type intelligence artificielle. Alors nous allons en discuter, mais je pense que précisément c'est une manière de s'y intéresser que de réfléchir à la manière dont la technique façonne notre monde, dévoile le monde. Après tout, moi, je réfléchis beaucoup mais on y réfléchit mieux quand on pratique. C'est comme, je pense que le pape a plus de mal que le reste de la population à comprendre le sexe parce qu'il ne le pratique pas. Et pour l'intelligence artificielle, je pense que c'est pareil. C'est mieux quand on est philosophe d'avoir un smartphone pour comprendre le monde qui vient que de ne pas en avoir. Mais même si j'imagine qu'il y a une part de snobisme chez vous à refuser les nouvelles technologies. Non, c'est pas du snobisme, c'est peut-être un handicap. Mais pour poursuivre la critique d'Olivier Rey et pour alimenter la discussion entre vous, je voudrais vous citer. Vous dites que l'intelligence n'est qu'une question de quantité d'opérations traitées, autrement dit de puissance de calcul. Et là, elle peut être agencée de façon plus ou moins subtile. C'est-à-dire un microprocesseur qui ferait une tâche répétitive n'aurait pas d'intelligence au sens où nous l'entendons. Donc c'est une question de puissance et d'agencement de cette puissance, bien évidemment. Une puissance brute informatique qui ne serait pas subtile ne pourrait pas égaler l'esprit humain. Mais bien sûr qu'il y a dans l'esprit humain une capacité d'association, de traitement de l'information qui est supérieure aux autres espèces vivantes sur Terre et qui font de notre cerveau l'objet le plus sophistiqué de l'univers connu. Non, mais les anciens ont quand même quelque chose à nous apprendre parce que Aristote, par exemple, distinguait 5 vertus intellectuelles. La techné, l'épistémé, la phronésis, la sophia, le nous. Et donc voilà, c'est pas simplement la puissance de calcul. Et disait-il, on peut être doué de sophia, de sagesse, et dénué de phronésis, c'est-à-dire de prudence. C'est un des traductions. Plutôt de sagesse pratique, compréhension de la singularité des cas, perspicacité, eu égard à la manifestation de la vie belle et bonne. Et il me semble, et là je vous soumets cette question à tous deux, il me semble que avec l'emprise qu'a sur nous, justement, la technique, on en vient à une définition extrêmement réductrice de l'intelligence. C'est comme si on pensait déjà, même si on en est à l'intelligence artificielle faible, on pensait déjà l'intelligence humaine à l'image de l'intelligence artificielle, ce qui nous prive d'ores et déjà d'un certain nombre de capacités. Donc la société qui s'annonce, au lieu d'être plus ouverte, me semble plus réduite, Olivier Rey. Oui, c'est ce que j'avais essayé de dire d'emblée. Et d'ailleurs, il y a aussi une chose qui est très frappante dans le livre La guerre des intelligences, c'est que Laurent Alexandre propose de passer du quotient intellectuel au ce qu'il appelle le QCIA, le quotient de complémentarité à l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que finalement l'intelligence humaine se mesurait essentiellement à sa façon de pouvoir travailler en collaboration avec l'intelligence artificielle, étant entendu que c'est l'intelligence artificielle qui donne le tempo. Et alors, moi je suis toujours gêné, pris d'une certaine stupeur, si vous voulez, quand ce qui pour moi a toutes les allures d'un cauchemar est présenté par quelqu'un d'autre comme une perspective enchanteresse. Personnellement, j'ai du mal à me féliciter d'un monde où finalement tout ce que je pourrais faire, c'est d'être plus ou moins complémentaire avec l'intelligence artificielle. C'est d'ailleurs le but qui est assigné dans ce livre à l'école du futur. Il est dit: l'enseignant du futur sera fondamentalement un neuroculteur, c'est-à-dire un cultivateur de cerveau. Donc il n'aura plus affaire à des enfants, mais à des cerveaux. À partir de 2030, l'éducation va sortir de l'âge du bricolage pour devenir une science exacte. Demain, l'apprentissage sera une technologie. L'école deviendra transhumaniste et trouvera normal de modifier le cerveau des élèves en utilisant toute la panoplie des technologies NBIC. Et comme en plus, de toute façon, il est bien dit que sur un cerveau tel qu'il est après la naissance, il y a quand même des limites à l'intervention. Il est dit, le gros du travail aura lieu avant même l'entrée à l'école proprement dite. La sélection embryonnaire sera réalisée lors de la conception
et la neuroaugmentation électronique sur les très jeunes enfants. Le travail de l'équipe éducative débutera avant la naissance puisqu'elle aidera les parents à paramétrer la sélection embryonnaire. Bon, voilà, je veux dire, pour moi, c'est une perspective absolument épouvantable. Vous avez bien compris que je ne la présente à aucun moment, ces évolutions technologiques, comme souhaitables. Et à aucun moment, je ne me félicite de l'arrivée prochaine sur le marché de la technologie d'Elon Musk, Neuralink, destinée à mettre des microprocesseurs dans le cerveau de nos enfants pour les rendre plus compétitifs de l'intelligence artificielle. Ce que je décris est une évolution. Et d'ailleurs, ce que développe le fondateur de Tesla, Elon Musk, à l'heure actuelle, qui est quand même l'industriel le plus connu au monde, témoigne de cette évolution. Donc il ne s'agit pas de s'en féliciter dans le livre, mais je signale quand même qu'il y a une tendance extrêmement forte qu'on voit en Asie sur la sélection embryonnaire, puisque je vous rappelle ce chiffre, 50% des jeunes Chinois souhaiteraient utiliser les biotechnologies pour augmenter le quotient intellectuel de leur enfant, alors que ça n'est que 13% en France. Donc il y a une tendance à la fois eugéniste et de modification du cerveau des enfants pour les rendre plus compétitifs avec l'intelligence artificielle, qui est à l'œuvre dans le monde et qui, à mon avis, ne va faire que croître. Et d'ailleurs, ce livre vise non pas à promouvoir ces technologies-là, mais à signifier qu'il va falloir, y réfléchir, mettre plus de philosophes sur le sujet, et que ça va, de mon point de vue, profondément changer notre rapport au monde, et que ça va être bouleversant sur le plan politique et philosophique. Mon livre n'est en aucun cas une acceptation de ces technologies-là, c'est un appel au dialogue et à ce qu'il y ait plus de philosophes dans le champ de l'intelligence artificielle qu'il n'y en a aujourd'hui. Oui, mais Laurent Alexandre, vous dites quand même que c'est une perspective heureuse que de passer d'une humanité réparée à une humanité augmentée. Et alors, comment lire cette phrase d'ailleurs dans votre livre ? Il semblera demain aussi absurde aux humains augmentés, dotés de 180 de QI. Et vous dites qu'il faut même déclarer un droit de l'homme à un QI élevé. Donc il semblera demain aussi absurde aux humains augmentés dotés de 182 QI de me demander mon avis, à vous Laurent Alexandre, dont le QI est sans doute beaucoup plus élevé que le mien, parce que je suis quand même très arriéré sur beaucoup de points, que de donner aujourd'hui le droit de vote aux chimpanzés. Là, alors je ne sais pas ce qu'il faut en penser. Moi, mon point de vue fondamental, et c'est pas du tout pour m'en féliciter, je pense que s'il y a de très gros écarts de quotient intellectuel dans le futur, avec des hommes augmentés d'un côté, et puis des useless, des inutiles, pour reprendre la formule de Harari dans Homo Deus, je pense que la démocratie n'y survivra pas. C'est-à-dire, c'est une conviction très forte, pas pour m'en féliciter. Je pense que la démocratie ne supportera pas qu'il y ait des gens non augmentés avec à côté des gens augmentés, parce que je pense que les gens augmentés, dans ce monde ultra complexe dans lequel nous entrons, retireront le pouvoir de décision aux gens ayant des capacités intellectuelles moins fortes. Et je dis ça pour m'en inquiéter, et je pense qu'il faut y réfléchir, notamment parce que dans certains pays, on va faire de l'augmentation cérébrale. Ça n'est pas si compliqué que ça d'en faire au cours du XXIe siècle. Et donc, si on ne veut pas avoir le cauchemar de Harari dans Homo Deus, des dieux et des inutiles, il faut réfléchir et encadrer à l'échelle mondiale ces technologies. Olivier Rey. Oui, mais bon, dans ce type de situation, ce qui rend très difficile la discussion, de manière générale, je l'ai déjà fait avec des partisans des innovations dites disruptives, c'est un type d'argumentation dont j'ai trouvé une sorte d'équivalent dans l'histoire du chaudron rapportée par Freud. Alors, dans cette histoire, c'est un homme qui a prêté un chaudron et puis qui se plaint avoir récupéré son chaudron, d'y découvrir un trou. Et alors, pour sa défense, l'emprunteur déclare 1. Qu'il a rendu le chaudron intact, 2. Que le chaudron était déjà percé quand il l'a emprunté, et 3. Qu'il n'a jamais emprunté de chaudron. Alors, comme le fait remarquer Freud, chacune de ces justifications prises isolément est évidemment logiquement recevable, mais leur empilement devient incohérent. Or, c'est précisément à un semblable empilement d'arguments qu'on se trouve confronté dès qu'on s'interroge sur l'opportunité d'une diffusion massive de telle ou telle innovation. On a d'abord, premièrement, pour convaincre les populations d'adhérer sans réserve à l'innovation, les promoteurs expliquent les avantages foudroyants que celle-ci va procurer. Alors ensuite, quand ils sont confrontés à des gens qui s'inquiètent, ils disent « Ah, mais ne vous inquiétez pas », puisque au lieu de mettre en avant la radicale nouveauté dont il fallait auparavant s'enchanter, tout d'un coup, le discours s'applique au contraire à montrer qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, que la technique concernée
s'inscrit dans la continuité de ce que les hommes font dans la nuit des temps. Par exemple, vous, Alain Finkielkraut, qui mettez des chaussures, vous êtes déjà un homme augmenté puisque vous avez augmenté vos pieds par des chaussures. Et donc à ce moment-là, vous voyez, il y a à s'inquiéter de rien. Et puis, troisième argument, si ça n'a pas suffi, de toute façon, ça sert à rien de discuter puisque c'est comme ça que ça va se passer. Moi, ce que je vous décris, c'est pas que ça me plaise ou que ça me plaise pas, je vous décris simplement, c'est inéluctable. Bon, et on retrouve exactement la même chose chez le docteur Alexandre, parce qu'on a d'un côté l'enchantement, je cite une phrase de la guerre des intelligences, nous vivons la période la plus enthousiasmante, exaltante, fascinante et vertigineuse que l'humanité ait connue, des chantiers inimaginables. C'est plus rigolo que 1640 comme période, excusez-moi, dans les campagnes, quand les campagnes françaises mouraient de faim. Conquête de l'espace, recul de la mort, maîtrise de notre cerveau, etc. Puis alors, après, quand il y a quelqu'un qui a le malheur de pas trouver ça si enthousiasmant que ça, il doit aller prendre du Prozac et du Viagra parce que ça, il fait partie de ceux qui depuis 2000 ans nous emmerdent à être contre le progrès. Et puis enfin, en effet, l'humanité se divise entre bioconservateurs et transhumanistes. Et après, je termine. Et troisième couche, inutile de discuter, ce sera comme ça et pas autrement. Il y a un paragraphe du livre qui porte pour titre « Pourquoi l'IA n'est déjà plus un choix, mais le sens de l'histoire ?» Et donc on se demande pourquoi, de toute façon, ça sert à rien de discuter. Et il est bien dit que la coexistence entre des gens extrêmement intelligents grâce à la technologie et des gens qui ont des capacités intellectuelles moyennes ne peut être harmonieuse. Y a-t-il une cohabitation harmonieuse entre les chimpanzés et les hommes? Non, nous les mettons dans des eaux. Donc en fait, finalement, il faut vite que nous nous augmentions tous, sinon nous allons terminer soit tués comme les chimpanzés ou au mieux, pour ceux qui réussiront à survivre, dans des eaux. Voilà. Donc, je pense que c'est une vision un petit peu réductrice de ce que je dis. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que j'ai peur que nous soyons dans une phase de relatif déterminisme technologique. C'est-à-dire qu'en réalité, où il est difficile de réguler la technologie, parce que la technologie est très puissante, et parce que pour des raisons géostratégiques, certains pays poussent les feux de l'intelligence artificielle. C'est le cas de la Chine et des États-Unis, comme vous le savez, une concurrence géostratégique et économique majeure a lieu entre la Chine et les États-Unis sur l'intelligence artificielle. Et quand il y a une guerre qui se fait avec un outil, c'est compliqué de le freiner. Alors, on a réussi à encadrer un petit peu l'énergie atomique dans les années 50, mais c'est imparfait. On peut le voir aujourd'hui avec la Corée. Pour l'intelligence artificielle, ça va être très difficile. Comme l'intelligence est la source et la clé de tous les pouvoirs, c'est compliqué d'arriver à réguler l'intelligence artificielle. Donc, je partage avec vous toutes les interrogations sur la possibilité d'encadrer ces technologies et sur le sens de l'aventure humaine aujourd'hui. Je pense que vous n'avez pas bien compris, notamment la fin de mon livre. Moi, je ne me félicite pas du tout de ces évolutions, et notamment les implants intracérébraux, les microprocesseurs qu'Elon Musk veut mettre dans le cerveau de nos enfants, m'angoissent profondément. Mais je pense qu'il vaut mieux en parler que de ne pas en parler, parce que ces technologies risquent d'arriver. Elon Musk est parfois en retard sur le plan technologique, mais jusqu'à présent, il a toujours délivré tout ce qu'il avait promis, y compris sa fusée qui réatterrit et qui taille, comme vous le savez, des croupières à Ariane. Donc je pense qu'il vaut mieux, alors que ces technologies ne sont pas encore là, qu'on y réfléchisse maintenant, et c'est pas le jour où elles seront mises sur le marché qu'on pourra les encadrer. Car il va être très, 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 très difficile d'expliquer aux paysans tanzaniens pauvres que c'est très mal de mettre des microprocesseurs d'Elon Musk dans le cerveau de ses enfants pour ce qu'ils fassent à Harvard, et qu'il vaut mieux qu'ils restent paysans miséreux. Ça va être très compliqué. Et donc il faut réfléchir à la façon dont on empêche un toboggan profondément transgressif sur les technologies d'augmentation cérébrale, parce qu'on ne va pas régler ça en 5 minutes. Le jour où les technos seront là, il vaut mieux être en amont et y réfléchir avant que ces technologies soient là. Oui, mais pour y réfléchir, Laurent Alexandre, ne faut-il pas aussi entamer une critique du quotient intellectuel, se demander si l'intelligence se définit tout entière par le quotient intellectuel ou, mieux encore, par ce que vous appelez le quotient de complémentarité avec l'intelligence artificielle. Une fois qu'on dit cela, une fois que cette identification est faite, on se prive de tout moyen de résistance, de toute distance critique. Non, mais le problème du quotient intellectuel est un problème anecdotique. Le quotient intellectuel est un moyen de classer les intelligences, et il permet de prédire pas trop mal le destin intellectuel et social de quelqu'un. Oui, mais je dis cela pourquoi? Je citais tout à l'heure Aristote. Aristote n'a pas réfléchi à la technique. Le philosophe du XXe siècle qui a
développé la réflexion la plus ample sur la technique, c'est Heidegger. Il n'avait pas de smartphone, mais il a dit des choses qui intégraient d'ailleurs le moment du smartphone. Et dans un de ses textes les plus limpides, parce que la limpidité n'est pas toujours à l'œuvre chez Heidegger, Sérénité, il oppose la pensée calculante et la pensée méditante. Il dit que l'homme contemporain est en fuite devant la pensée. Alors, il affirmera le contraire, il fera valoir qu'on n'a jamais produit des plans aussi vastes, des études aussi variées, des recherches aussi passionnées qu'à notre époque, mais, dit-il, la pensée méditante est d'un autre ordre. Il me semble qu'il faut avoir en tête cette distinction pour faire face à ce qui nous arrive. Si on la perd de vue, alors on se laissera entraîner dans tous les progrès, même les plus inquiétants, que l'intelligence artificielle nous propose. Laurent Alexandre. Je voudrais faire une défense de ce pauvre quotient intellectuel que tout le monde déteste. Vous avez 160 de quotient intellectuel, Monsieur Finkielkraut. Ça, je crois pas. Je vous affirme que vous avez 160 de quotient intellectuel. Moi, je pense être à 90. Vous avez raison, bien évidemment. Vous avez raison, bien évidemment. On fait pas d'études supérieures quand on a 90 de QI. Sauf rarissime exception. Donc, excusez-moi, vu votre itinéraire intellectuel, au minimum, vous êtes à 150 et le professeur Ray aussi. Au minimum. De toute façon, on ne rentre pas à Polytechnique à moins de 140 de quotient intellectuel. Oui, mais moi, je suis entré comme professeur. Genre, évidemment, échoué comme candidat. Je parlais de Monsieur Ray, je ne parlais pas de vous. Oui, mais vous deux, vous êtes 160. Moi, non. Moi, je ne suis pas du tout comme vous deux. Vous êtes vous. Et donc, soyons raisonnables. Le quotient intellectuel mesure assez bien la capacité des gens à être complémentaires, à résister à l'intelligence artificielle. Plus on est intelligent, plus on va être complémentaire de l'intelligence artificielle. Moins on est intelligent, plus on va être substitué par l'intelligence artificielle. C'est triste, mais c'est comme ça. Le cantonnier est plus facilement remplaçable par un robot intelligent que vous ou que Monsieur Ray, bien évidemment. Les tâches techniques relativement simples sont plus facilement substituables par l'intelligence artificielle que les tâches intellectuelles multidisciplinaires que le professeur Ray ou vous-même effectuez. C'est clair. Donc ne faisons pas du quotient intellectuel un tabou. Le problème qu'on va avoir, et c'est une énorme question politique, c'est est-ce que le corps social, est-ce que la société peut politiquement être harmonieuse si face à l'intelligence artificielle, il y a des gens qui sont complémentaires de l'intelligence artificielle et puis des gens qui, eux, vont être laminés par l'intelligence artificielle. Comment règle-t-on ces écarts à l'ère de l'intelligence artificielle? Il faudrait quand même y réfléchir. Parce que l'école continue à former des gens qui vont être laminés par l'intelligence artificielle sans avoir réfléchi à la façon de les rendre complémentaires. Alors on peut bien sûr dire qu'on refuse l'intelligence artificielle, mais c'est pas avec nos petits bras en montant sur une chaise et en criant non à l'intelligence artificielle qu'on va s'opposer aux GAFA et aux BATX chinois et qu'on va s'opposer à la volonté des Chinois et des Américains d'aller toujours plus loin en matière d'intelligence artificielle dans les décennies qui viennent. En fait, il y a une chose qui me pose problème, c'est, il me semble, d'ailleurs, Laurent Alexandre le reconnaît tout au début de son livre, il dit « Jamais la vitesse d'évolution de notre société et l'incertitude sur sa direction n'auront été aussi grandes ». Et puis ensuite, dans la suite du livre, il nous a expliqué comment sera le monde en 2035, en 2060, en 2080. Bon, moi, Vous avez vu qu'il y a 15 scénarios en tout, donc ce n'est pas une histoire univoque, je ne suis pas le gourou qui explique ce qui va se passer, il y a 15 scénarios. Oui, donc, mais enfin, 15 scénarios, 15 où scénarios, à chaque fois... c'est pas mal. Oui, 15 scénarios, mais qui reposent toujours ça autorise sur l'incertitude. Très borné, puisque en fait, dans les 15 scénarios, de toute façon, l'intelligence artificielle joue un rôle absolument considérable. Non, il y a un scénario de Ludite où effectivement il y a un refus de l'intelligence artificielle par une partie de la population. Mais il n'y a pas que des scénarios d'acceptation aveugle. Les canuts de Lyon peuvent revenir sous une forme numérique. Oui, enfin avouez que vous n'y croyez pas vous-même. Croyez-vous. Mais sur quoi se fondent en fait ces prévisions sur le fait qu'en 2060 on aura de l'IA forte ou en 2080? Bon, essentiellement sur la prolongation de courbes, comme la dite loi de Moore. Mais on fait comme si la loi de Moore était une loi de la physique, ce qu'elle n'est pas du tout, mais une constatation J'explique dans le livre qu'elle ne l'est pas. Hein. Ouais. Comme il est écrit sur les notices des placements financiers, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Et par ailleurs, moi, ce qui m'a stupéfié dans ce livre, c'est que
dans le panorama qui est donné du futur, c'est que sont complètement ignorées d'autres courbes qui nous disent qu'au cours de ce siècle, c'est davantage la question de notre complémentarité avec la nature que celle avec l'intelligence artificielle qui va être cruciale. Depuis le début des années 1970, l'humanité dans son ensemble consomme davantage chaque année que la Terre ne peut se renouveler, et on appelle le jour du dépassement le jour de la date de l'année où l'humanité se met à entamer le capital, et ce jour ne cesse d'être plus précoce. En 2017, ça a été le 2 août. Donc d'ores et déjà, nous vivons 5 mois sur 12 à crédit. Alors les effets se font déjà sentir. Il y a eu des courbes qui ont été publiées récemment par Le Monde d'ailleurs. Au cours du dernier demi-siècle, la population de vertébrés a diminué de plus de moitié. La population humaine, pendant ce temps-là, a plus que doublé. Des scientifiques voient se profiler une 6e extinction de masse qui, au contraire des précédentes, ne s'opérera pas en des millions d'années, mais en un siècle. Et du reste, moi, ce qui me frappe énormément, c'est que les milliardaires californiens, qu'admire tant Laurent Alexandre, le savent, puisque certains viennent de créer le Seasteading Institute, qui se propose de construire des plateformes flottantes où ils pourront aller se mettre à l'écart du chaos du monde qui vient. Et un accord vient d'être signé avec le gouvernement de la Polynésie française pour l'installation des premières plateformes dans des lagons. C'est bien ce qui m'angoisse profondément, c'est qu'on voit bien le schéma dans lequel on rentre. On voit bien que si on ne réforme pas l'éducation et si on ne diminue pas les écarts intellectuels entre les gens, on va avoir un monde épouvantable. Mais quel rapport avec l'éducation? Que décrit Harari, c'est-à-dire qu'on va avoir des dieux d'un côté et des inutiles de l'autre, et les riches vont se cacher sur les plateformes dont vous parlez, ou Musk va partir sur Mars, parce qu'il y aura une situation révolutionnaire. Donc je pense qu'effectivement, face à l'intelligence artificielle, il est important de rendre nos enfants et nos petits-enfants complémentaires de l'intelligence artificielle, de permettre de façon inclusive à tout le monde d'être compétitif de l'intelligence artificielle et d'éviter le cauchemar d'un monde réparti entre ceux qui tirent les ficelles de l'intelligence artificielle et ceux qui sont les inutiles de Harari. Oui, mais il y a aussi un cauchemar écologique dont vient de parler Olivier Rey, et je ne suis pas sûr que l'intelligence artificielle nous en protège. Parce que d'un côté... Elle peut aider à moderniser le système énergétique. Oui, mais justement, on nous dit qu'avec la croissance actuelle, nous aurons épuisé l'ensemble des réserves communes, gaz, charbon et pétrole, dans 50 ans. Mais d'un autre côté... C'est une très bonne chose, puisque le but, c'est de ne plus faire de CO2 et de ne plus mettre de polluants dans l'atmosphère, c'est donc de se passer des énergies fossiles. Mais on nous invite quand même, avec l'écologie, c'est le principe de sauvegarde, à un peu de retenue, à poser des limites. Mais on se grise avec la toile, avec les GAFA, d'avoir aboli les distances, supprimé les frontières et mis l'infini à portée de tout un chacun. Parce que ce que nous propose l'intelligence artificielle, c'est la disponibilité totale et immédiate des choses et des êtres. C'est une vision psychopathique du monde, sans limite et sans retenue, bien oui, sûr. Mais vous êtes d'accord, donc. Et qui s'oppose à la vision religieuse d'acceptation de la loi du Seigneur. Il va bien falloir trouver entre les deux un juste chemin, entre la mégalomanie, la psychopathie des géants du numérique et des transhumanistes, et puis l'acceptation de notre sort que nous proposent les religions. Oui, mais c'est pas seulement les religions, c'est aussi l'inquiétude écologique. Donc la question que je pose, c'est celui qui, lorsqu'il navigue sur la toile, ne connaît que ses droits et s'enchante de pouvoir passer commande de tout, et notamment par exemple d'une mère porteuse, cet individu-là, peut-il être par ailleurs un sujet attentif, respectueux et responsable? Peut-on croire qu'on retrouve, écran éteint, le sens de l'indisponible, de ce qui n'obéit pas à la commande et à la programmation? Voilà quand même une question que l'on est en droit de poser. La toile fait de nous des enfants gâtés, impatients de tout posséder, de tout avoir, et nous propose une sorte de disponibilité illimitée. C'est peut-être pas une bonne préparation aux défis qui nous attendent. On sait bien que l'un des défis qui vient devant nous, c'est d'encadrer justement cette psychopathie au sens psychiatrique du terme, des transhumanistes, c'est-à-dire le refus de toute limite, le refus de la mort, le refus des distances, le refus de toute contrainte. C'est bien l'un des enjeux du XXIe siècle. Il y a sur Terre aujourd'hui deux idéologies qui progressent, l'islamisme et le transhumanisme.
On va pas parler d'islamisme et de communautarisme aujourd'hui, vous le faites assez souvent, monsieur Finkielkraut. Certains disent trop, donc alors on en parlera pas. Voilà, et donc on va rester sur la partie transhumaniste. Effectivement, l'arrivée à la place du débat gauche-droite traditionnel, d'un débat transhumaniste bioconservateur, hein, et on peut mettre les écologistes dans les bioconservateurs au sens large du terme, va structurer. Et entre ceux qui pensent qu'il faut une préservation sage de nos ressources, qu'il faut accepter la mort, qu'il ne faut pas coloniser le cosmos, qu'il ne faut pas modifier notre cerveau, et puis ceux qui, comme les transhumanistes pensent le contraire, il va y avoir des oppositions extrêmement fortes, et de mon point de vue, les principales oppositions politiques, et elles seront violentes dans le futur, elles ne seront pas sur le taux de l'impôt sur les sociétés ou le taux d'impôt sur le revenu, elles seront sur ce que l'on fait de notre nature humaine, et jusqu'où on change notre humanité, et de la façon dont on gère l'interface entre l'intelligence artificielle et nous. Et ça va être un débat tout à fait légitime. Et d'ailleurs, c'est le grand apport de Luc Ferry dans son livre sur le transhumanisme. C'est d'avoir montré qu'entre la vision transhumaniste et puis la vision bioconservatrice, il y a des visions qui sont tout à fait légitimes et qu'il n'y a pas d'un côté des salauds et puis de l'autre des gentils, que c'est pas mouton noir contre mouton blanc et que les deux visions sont légitimes et qu'il va falloir trouver un chemin entre les deux. Êtes-vous un bioconservateur, Olivier? Oui, tout à fait. Moi, je suis Vous reconnaissez cette terminologie? Je suis indécrottable. En fait, moi, un scientifique bioconservateur. Voilà qui est très intéressant. Oui, enfin, je vois pas où est là pour le coup, je vois pas où est la contradiction. D'ailleurs, Le Monde, comme je l'ai cité tout à l'heure, là, a publié il y a de ça une quinzaine de jours une tribune qui a été signée par des milliers de scientifiques de par le monde, pour alerter sur la trajectoire absolument désastreuse sur laquelle nous sommes. Et ça, de plus en plus de personnes le ressentent. Mais évidemment, le problème, c'est que si de ce sentiment diffus, on passait à des mesures concrètes, cela serait très mauvais pour les affaires en général, et spécialement pour les affaires des grandes firmes qui dominent le marché. Donc c'est pour ça qu'elles ont tout intérêt à diffuser sur le marché une idéologie, un scénario alternatif qui lui dit oui, effectivement, on va devant quelque chose qui est tout à fait singulier, mais cette singularité, ce sera pas l'effondrement, ce sera au contraire, tout d'un coup, au moment où on arrivera au bord de la falaise, miraculeusement, nous pousserons des ailes qui feront que, au lieu de s'écraser, eh bien, ce sera le décollage. Et pour moi, c'est là que réside la plus grande nocivité de tous ces récits sur l'intelligence artificielle et le transhumanisme. C'est pas du tout que les promesses délirantes vont se réaliser, mais c'est que aujourd'hui, ça détourne l'attention de ce qui nous menace véritablement, et ça continue à nous engager sur une voie mortifère qui ne conduit pas du tout à la mort de la mort, mais au contraire à la mort de masse. Et je pense que ce qu'il faut écouter aujourd'hui, ce ne sont pas du tout les prophètes du règne de l'intelligence artificielle. C'est les Cassandres. Mais plutôt les Cassandres, en fait, bon, ils disent que ça va mal se passer, mais après, justement, il faut essayer de se débrouiller dans cette histoire. Et je pense, par exemple, que les penseurs de la permaculture, je me permets de le dire ici, mais comme David Holmgren ou Rob Hopkins, ou les penseurs des low-tech comme Philippe Biouy. Qu'est-ce que c'est tout ça, la permaculture? De quoi s'agit-il? La permaculture, c'est une manière de culture, si vous voulez, qui ne va pas contre la nature, mais qui essaye d'œuvrer avec elle. Et d'ailleurs, ça n'est pas un hasard si ce sont des Australiens qui sont à l'origine de cette histoire-là, parce que les Australiens, si vous voulez, ils vivent sur une toute petite bande côtière d'un continent, mais qu'un continent qui est totalement inhospitalier. Les Australiens sont 15 millions et ils savent qu'ils peuvent pas être plus que 15 millions parce qu'au-delà, c'est plus possible. Et donc, les Australiens sont parfaitement conscients de la précarité, si vous voulez, beaucoup plus que nous, de la précarité des conditions de vie humaine sur cette terre. Et c'est donc pour cela qu'on trouve chez eux des gens qui ont beaucoup réfléchi sur la façon de vivre en bonne intelligence avec la nature. Et ça, je pense, par exemple, je le répète, que notre quotient de complémentarité avec la nature est absolument essentiel. Oui, c'est il est actuellement très, très, très mauvais. Oui, alors, il y a ce qui nous menace, et que vous venez de décrire finalement l'un et l'autre, Laurent Alexandre et Olivier Rey, et il y a ce qui nous arrive. Parce que, admettons que le QI soit un très bon instrument de mesure, vous dites, Laurent Alexandre, que indicateur pas si mauvais de l'intelligence, oui. D'accord, c'est un indicateur. Admettons, mais vous dites, nous vivons une époque enthousiasmante et vertigineuse. Or, vous soulignez aussi que le QI moyen
a baissé. Chez nous, mais pas en Asie. Il explose en Asie. Oui, il a baissé chez nous. Il explose en Asie. Mais depuis 2000, oui. Il a baissé chez nous, donc les choses se dégradent. Et vous dites, un autre passage de votre livre, que les enfants, que le smartphone est addictif et que les enfants passent 4 heures devant ou avec cet objet. Les miens davantage. Alors, les vôtres davantage. Eh bien, la question que je me pose, c'est de savoir s'il n'y a pas un lien entre les deux choses. C'est-à-dire, si l'intelligence artificielle faible, aujourd'hui, ne s'attaque pas à l'intelligence humaine. Si l'évolution à la baisse du quotient intellectuel en France et aux Pays-Bas était liée au smartphone, on verrait la même chose en Asie, or ce n'est pas le cas. La consommation de smartphones chez les jeunes Singapouriens, chez les jeunes Hongkongais, chez les jeunes Coréens était énorme, et ils ont 10 points de QI de plus que nous. Donc ce n'est pas le smartphone qui est responsable, puisqu'on consomme pas plus de smartphones quand on est un jeune Français que quand on est un jeune Singapourien, et il y a un écart de QI, le nôtre baisse et le leur monte. Oui. Donc incriminer le smartphone serait injuste pour ce pauvre smartphone. Déjà que Blanquer veut l'interdire en cours de récréation, ce que je juge absolument archaïque. Même si j'aime beaucoup Blanquer, je trouve d'empêcher un collégien de 15 ans d'envoyer un message par WhatsApp ou de faire une requête Google pendant la récréation est totalement archaïque pour la France de 2017. C'est bien pour la France de l'internat les choristes, mais c'est pas bien pour la France de demain. Oui, c'est pas bien pour la France de demain, mais enfin... Tout le monde peut pas être comme Ala Finkielkraut. Il faut quand même que nos enfants maîtrisent un peu mieux les outils du futur. Ils peuvent maîtriser les outils du futur, mais on peut imaginer aussi... une école déconnectée, c'est d'ailleurs dans des écoles déconnectées que les principaux dirigeants des GAFA envoient aujourd'hui leurs enfants. Ça a été déjà souvent remarqué. Les lieux sont les lieux. Il faut apprendre aux enfants à les réhabiter. On nous parle du vivre ensemble. Le vivre ensemble, c'est aussi cela. Et j'ajoute aussi, Laurent Alexandre, que les grandes expériences intellectuelles que nous vivons sont des formes de déconnexion. Je l'ai dit l'autre jour à Édouard Philippe, vive la lecture, mais la lecture nous isole. Quand on lit, on ne communique pas. Quand on lit, on ferme son ordinateur et le plus souvent, on ferme son téléphone portable parce que sinon, on est interrompu tout le temps. Donc, or, l'intelligence européenne s'est développée aussi autour du livre et de ce que les hommes pouvaient en tirer. Si on se prive de cette expérience fondatrice de l'humanisme et de la Renaissance, je ne suis pas sûr que cela nous engage dans la voie d'une amélioration, et je crois que ça peut participer de cette dégradation dont vous parlez du quotient intellectuel. Laurent Alexandre. Oui, alors je suis en décalage avec vous et le professeur Ray. Je ne crois pas qu'on va bloquer la technologie, je n'y crois pas une seconde. Mais parce que je ne suis pas un conservateur et puis parce que l'école de 65 n'est pas mon modèle. Elle n'était pas si terrible que ça, l'école d'avant 68. Alors je sais bien qu'il y a une nostalgie d'avant quand on avait des plumes sergent-major et qu'on était en uniforme à l'école. Mais je ne crois pas qu'on va appréhender les défis technologiques énormes qui arrivent en recréant l'école d'après-guerre. Les hussards noirs de la République, c'était sympathique, mais ça n'est pas adapté au temps qui vient. Je pense qu'il vaut mieux apprendre une certaine sagesse numérique, apprendre un usage raisonné du numérique à nos enfants, plutôt que de les isoler à contre-courant du monde. Notamment sur le portable. Il y a eu un certain nombre de pays qui ont interdit le portable à l'école. Ils l'ont tous remis. Y compris New York. Ça a été interdit à une époque à New York. Et ça a été remis. Donc je ne crois pas du tout que de revenir à la plume sergent-major soit l'avenir de l'école, sauf si on veut sauf si on veut que la France soit définitivement une colonie numérique des géants de l'intelligence artificielle en 2040. Donc vous pensez, vous, qu'il ne faut même pas interdire les portables dans la classe, si je vous comprends bien. Je pense que le portable sera dans 10, 20, 30 ans un outil absolument crucial et essentiel de formation. Regardez l'intérêt de Google pour chercher de l'information. Demain, on pourra personnaliser l'éducation à partir de ce que notre smartphone sait de notre fonctionnement intellectuel et cognitif. Je pense que le smartphone est le principal outil de démocratisation de la connaissance et de diminution des inégalités dans le futur. L'interdire me semble totalement contre-productif. C'est comme vouloir développer la médecine en interdisant le CG et le stéthoscope et le scanner. Je pense au contraire qu'il faut une utilisation intelligente du smartphone et que ça va être un outil pédagogique
absolument extraordinaire parce que c'est l'intelligence artificielle contenue dans nos smartphones qui va demain optimiser l'enseignement pour améliorer la façon dont on apprend. Ouais, je ne suis pas sûr que la culture relève de l'information, mais j'ai trop parlé. Olivier Ray. Oui, en fait, Laurent Alexandre disait tout à l'heure que l'école du futur qu'il décrivait, c'était pas l'école qu'il souhaitait, mais que c'était juste un scénario. Mais enfin bon, le chapitre s'appelle 2035-2060, l'école de demain sera transhumaniste ou ne sera pas. Donc ça nous laisse quand même peu de choix. Et dans le chapitre pourquoi l'implant intracérébral s'imposera, donc il nous est dit que finalement l'enseignement sera le fait d'un écosystème complexe composé de généticiens, de neurobiologistes, de neuroélectroniciens, de neuroéthiciens et de spécialistes d'intelligence artificielle appliquée à l'éducation. Un dossier éducatif numérique suivra chaque individu sa vie durant et monitorera sa complémentarité avec l'intelligence artificielle. Bon, moi personnellement, franchement, l'école de 1920, n'importe quelle école du passé me va davantage que cela. C'est normal, vous êtes un conservateur. Ah bah oui, voilà, oui, mais enfin franchement... Mais c'est pas... Je vous ai dit tout à l'heure que j'adhère à ce que dit Luc Ferry, qu'il n'y a pas les salauds d'un côté et puis les bons de l'autre. Il est légitime qu'au XXIe siècle, il y ait des conservateurs comme vous et puis des progressistes. Oui, mais il y en a toujours eu en politique, des conservateurs. Mais la perplexité qu'on a, c'est qu'à un moment donné, on ne comprend plus... Enfin, prenez le meilleur des mondes... Vous avez le droit d'être conservateur et de vouloir retourner dans le passé. Le meilleur des... Non, c'est pas de retourner dans le passé, c'est d'éviter un futur de ce genre. C'est quand on lit... Le meilleur des mondes d'Huxley, en général, la plupart des gens les prennent pour une dystopie. Mais à lire Laurent Alexandre, en fait... Le meilleur des mondes est inégalitaire. C'est mollasson, quoi. Le meilleur des mondes est inégalitaire. Le monde de demain ne sera pas inégalitaire, il sera égalitaire. Au contraire, c'est la technologie qui réduira les inégalités intellectuelles. On voit arriver le transhumanisme de gauche, ce qu'on pourrait appeler le transhumanisme pour tous et toutes, qui voudrait que les augmentations... Je vous signale que le transhumanisme, c'est plutôt de gauche. C'est Huxley, le frère d'Huxley, qui l'a inventé, ce mot. Oui, mais dans un sens totalement différent de celui qu'il a aujourd'hui. Et en fait, de penser qu'une course aux armements va servir ceux qui sont désarmés, enfin c'est complètement délirant. C'est comme si on disait quand les États-Unis font des recherches militaires. Non mais est-ce que je peux poser une question au professeur Ray ? Finalement, quel est votre schéma ? Que fait-on face à l'intelligence artificielle ? Donc on ne s'adapte pas et on ne développe pas nos enfants. Que fait-on ? On nie l'intelligence artificielle ? On ne développe pas nos enfants. Écoutez, on peut quand même les développer autrement. Mais Olivier, oui, bien sûr. Je pense qu'on peut tout à fait les développer sans justement sans technologie. L'exemple, l'exemple des personnellement moi. J'ai grandi dans un monde sans technologie, ça m'a posé aucun problème d'utiliser un ordinateur ou les moyens informatiques. Et on peut d'autant mieux les utiliser précisément. La technologie n'existait pas de notre temps. Par exemple, la situation est différente, elle existe aujourd'hui, cette technologie. Je me rappelle d'une réflexion de Michel Serres qui disait « Regardez comme c'est formidable maintenant avec Google, quand je cherche un vers de Virgile, eh bien avant il fallait que je passe une journée en bibliothèque pour retrouver le vers dans l'Énéide. Maintenant, je tape le vers sur Google et j'ai immédiatement la réponse. » Oui, mais le problème, c'est que Michel Serres n'a absolument pas appris à s'intéresser à l'Énéide sur un smartphone. Et donc, en fait, si vous voulez, ces technologies, elles enrichissent les gens qui ont déjà riches et qui ont eu une autre éducation. Et en revanche, pour ceux qui auront grandi d'emblée là-dedans, qu'est-ce qu'ils vont utiliser sur leur smartphone ? C'est regarder les résultats de foot, de la pornographie, etc. C'est pour ça que l'école doit apprendre un usage intelligent, un usage sage du smartphone, et qu'il ne faut pas exclure le smartphone de l'école, mais que le smartphone doit être un des points essentiels de l'éducation. Mais c'est pas avec le smartphone qu'on apprend à bien se servir d'un smartphone. Oui, c'est-à-dire qu'on a l'impression que ceux qui sont les mieux armés pour la société numérique, c'est ceux qui n'ont pas été éduqués en elle. Exactement. Ils font les bonnes recherches. Or, si précisément on numérise l'école, alors on va mettre en péril la transmission au profit de l'information et de la communication. On communique avec son smartphone. À l'école, on ne communique pas. On met en contact les enfants et les adultes avec, si vous voulez, des pensées, les grandes pensées, les grands textes de l'humanité. Et je ne vois pas en quoi le numérique peut
nous aider dans ce contact-là. Monsieur le professeur, il faut que vous achetiez un smartphone. Il faut vraiment que vous achetiez le derrière iPhone. Vous avez une vision du smartphone qui est totalement déconnectée de la réalité parce que vous n'en avez pas. Il faut pour approfondir votre pensée là-dessus que vous ayez un smartphone. Qu'ai-je besoin d'un smartphone pour comprendre le smartphone, c'est mieux. Pour lire l'Énéide, pour faire une recherche Google, ça aide. Pour faire une recherche Google, mais d'abord peut-être pour faire une recherche Google, mais la question c'est pas la nostalgie 1920, c'est l'éducation humaniste. L'éducation humaniste, c'était cela, c'était le colloque singulier de la lecture. On va pas faire la querelle des anciens et des modernes. Mes enfants lisent 3 bouquins numériques par semaine, des humanités, ils font de la philosophie sans arrêt, et ils ont un smartphone et ils ont des appareils électroniques. C'est pas parce qu'on a des appareils électroniques qu'on est obligé de lire de la littérature bon marché, ou de ne pas lire, ou d'aller sur des sites pornographiques, comme le disait Monsieur Ray. Arrêtons cette vision complètement passéiste qui fait que l'outil électronique impose une culture au rabais. C'est pas vrai. Mes enfants lisent de la philosophie sur leur iPad aussi bien que s'ils le lisaient sur un livre papier. Oui, enfin, est-ce que le livre est un support papier? C'est une autre question. Mais je laisse à Olivier Ray le soin de conclure. Vous avez commencé. C'est un rôle difficile. Peut-être que je le ferai en citant encore une phrase de passage de La guerre des intelligences, où il est dit « Aucun d'entre nous ne peut dire s'il vaut mieux devenir tout-puissant et conquérir l'univers pour en empêcher sa mort, ou s'il est préférable de cultiver ses rosiers en jouant avec ses petits-enfants génération après génération, en lisant Proust jusqu'à l'explosion de notre soleil. » Fin de citation. Je suis sage. Oui, mais moi je vous dis que chacun peut dire qu'il est préférable de cultiver ses rosiers en jouant avec ses petits-enfants génération après génération en lisant Proust jusqu'à l'explosion du soleil, que de tout bousiller en une génération en prétendant devenir tout puissant et conquérir l'univers. Bien, merci beaucoup pour cette conclusion, mais je renvoie les auditeurs au livre du docteur Laurent Alexandre, La guerre des intelligences, intelligence artificielle versus intelligence humaine. Le livre est publié chez Jean-Claude Lattès et Olivier Ray